Les États-Unis sont le troisième plus grand pays du monde et l'un des plus impressionnants quand on pense à sa taille. Mais en regardant de plus près, vous remarquerez que la population américaine n'est pas répartie uniformément dans le pays. Ceci l'illustre probablement le mieux. 80% de la population vit à l'est et 20% à l'ouest, une répartition très inégale. Le Texas est aussi divisé par cette ligne, avec une répartition encore plus inégale que précédemment mentionnée. Si vous traciez une ligne de la ville de Vernon jusqu'à Laredo, vous verriez que seulement 10% de tout l'État du Texas vivent à l'ouest, tandis qu'un incroyable 90% vivent à l'est. Seulement un Texan sur 10 vit de ce côté de la ligne. Les grandes villes du Texas, Dallas, Houston, Austin, San Antonio, se situent toutes à l'est de la ligne, avec seulement El Paso à l'ouest, ce qui explique cette répartition. Pourquoi en est-il ainsi ? C'est un problème complexe, car cette ligne traverse en réalité de nombreuses régions différentes du Texas. Voici l'ouest du Texas sur la carte, et voici toutes les régions qui appartiennent réellement à l'État du Texas. Mais pour expliquer cette étrange division 90-10, nous devons inclure le Panhandle, ainsi qu'une partie du nord et du sud du Texas, dans ce que nous appelons le côté ouest du Texas, du moins pour cette vidéo. Maintenant, cette zone couvre environ 75 000 miles carrés, ce qui est énorme. Et en raison de sa taille, il y a certains problèmes uniques à cette région que les autres n'ont pas. La première raison concerne non seulement le Texas, mais aussi l'ensemble des États-Unis en général. Un graphique de la densité de population des États-Unis montrerait que la zone centrale, incluant l'ouest du Texas, est pratiquement inhabitée. Il y a une raison à cela. Les terres Combahee, qui composent aujourd'hui le nord-est des États-Unis, où la concentration de population était la plus élevée, ont été les premières parties du pays à être officiellement colonisées et développées avant que l'Amérique ne s'étende vers l'ouest avec l'achat de la Louisiane auprès des Français en 1803. Mais sans les moyens de transport modernes, les paysages naturels de montagnes, de déserts et de forêts rendaient difficile le déplacement des colons vers l'ouest en plus grand nombre, et ce n'était généralement pas un terrain idéal pour y vivre. Cela était particulièrement vrai pour les régions intérieures, comme l'ouest du Texas, sans accès direct à la mer, rendant difficile l'approvisionnement régulier et le développement du commerce. Avant de devenir une partie des États-Unis, la région du sud-ouest, en particulier le Texas, était presque entièrement sous le contrôle du Mexique, qui venait d'obtenir son indépendance de l'Espagne. Malgré le contrôle du Texas, le Mexique gouvernait essentiellement un vaste avant-poste poussiéreux quasi inhabité, confronté à la résistance des tribus autochtones. Pour résoudre ce problème, le gouvernement mexicain a ouvert le territoire aux colons anglophones des États voisins pour augmenter la population locale. Les différences religieuses et linguistiques entre les colons anglophones protestants et les Mexicains catholiques hispanophones ont créé des tensions. La décision du Mexique d'abolir l'esclavage au Texas a mené à une guerre en 1835 avec les colons qui voulaient l'indépendance. De nombreuses personnes ont fui le Texas pendant la fuite précipitée, qui a duré jusqu'à la fin de la guerre en 1836. Bien que l'armée mexicaine ait été vaincue, on craignait que le gouvernement mexicain tente une seconde invasion. Et l'annexion du Texas aux États-Unis a conduit à une guerre totale entre l'Amérique et le Mexique le long de la frontière sud. Une grande partie des anglophones ayant fui hésitaient à revenir, tandis que la plupart des colons hispanophones sont partis au Mexique. Cela a affecté la capacité de l'État à maintenir une population stable, car être connu comme un lieu de guerre n'est pas la meilleure publicité pour attirer de nouveaux habitants. Les tribus amérindiennes, telles que les Apaches et les Comanches, opposaient toujours une résistance farouche à l'expansion de l'armée américaine et des colons dans la région. La menace d'attaque par les tribus autochtones avait en grande partie cessé à la fin des années 1800, et malheureusement de nombreuses tribus ont été forcées de partir vers des réserves. Cependant, les régions côtières de l'Est et de l'Ouest étaient nourries déjà en avance dans leur croissance démographique, alors que le développement à l'intérieur de l'Amérique était à la traîne avec une croissance plus lente des colons. Aujourd'hui, la plupart des gens ont tendance à vivre dans ou près des États côtiers de l'Est et de l'Ouest, ce qui n'est pas unique aux États-Unis. Si vous regardez certaines des plus grandes villes du monde comme Tokyo, Shanghai et Sao Paulo, vous remarquerez qu'elles sont toutes très proches de grandes étendues d'eau, avec très peu d'exceptions. Historiquement, la proximité d'une source d'eau, océan ou grand fleuve, est essentielle à la survie, ce qui explique ce phénomène. L'approvisionnement en eau, la pêche, les transports et les routes commerciales faisaient prospérer les villes par le passé. L'accès aux voies navigables permettait de transporter facilement nourriture et matières premières vers le marché et d'exporter à moindre coût les biens produits en ville. Mais même aujourd'hui, l'eau reste le moyen le moins cher de transporter des marchandises, et c'était encore plus vrai avant la révolution industrielle. De nos jours, ces problèmes ne sont plus aussi importants qu'auparavant, comme le montre l'exemple de Phoenix, une ville très peuplée malgré tout.
C'était le cas initialement, ce qui a eu un impact durable sur l'intérieur des États-Unis, surtout l'ouest du Texas. Les problèmes de l'ouest du Texas persistent encore aujourd'hui. En observant une carte des États-Unis basée sur les précipitations annuelles, vous constaterez à nouveau une division qui affecte l'ouest du pays. Cette région du Texas est extrêmement sèche et aride parce qu'elle fait partie des Grandes Plaines. Plusieurs facteurs se combinent pour expliquer cette situation. Le premier facteur est que l'ouest du Texas est éloigné du golfe du Mexique, principale source d'air humide pour le sud-est des États-Unis et le Texas. L'humidité traversant le centre du Texas s'épuise souvent, expliquant la verdure restante au centre, mais pas au-delà. La région du Panhandle en particulier fait partie des hautes plaines, qui sont en fait une sous-région surélevée des Grandes Plaines. L'élévation rend l'air plus sec, influençant le climat et la rétention d'humidité, tout comme la topographie de l'ouest du Texas. Les nombreux plateaux et bassins ne favorisent pas vraiment l'arrivée d'air humide dans la région. Enfin, les montagnes rocheuses, bien que l'ouest du Texas ne soit pas techniquement dans leur ombre pluviométrique, affectent indirectement la région en bloquant une partie de l'air humide du Pacifique qui pourrait atteindre l'ouest du Texas. L'approvisionnement en eau est problématique dans cette région en raison de l'absence de grands fleuves, ce qui entraîne une pénurie d'eau. L'aquifère Ogallala ne profite pas beaucoup au Texas, comme on peut le voir. Les régions sud de l'aquifère situées au Texas n'auraient plus que 30 ans d'eau disponible au rythme de consommation actuel. À cause de cela, la majeure partie du terrain est sèche et rien ne peut vraiment pousser. Donc il n'y a que du sol sec et une végétation éparse. L'absence quasi totale d'infrastructures est une raison majeure de ne pas y vivre, mais ce n'est qu'une partie du problème. L'ouest du Texas connaît une quantité folle de vent. La région étant très plate, avec peu de barrières naturelles comme des arbres ou des collines, le vent peut la traverser librement sans être ralenti. Et comme la majeure partie de ce côté du Texas est sèche et aride, tout ce vent souffle essentiellement de la poussière, beaucoup de poussière d'ailleurs. Le Dust Bowl des années 1930 causé par de mauvaises pratiques agricoles et une sécheresse prolongée, similaire à celle que l'ouest du Texas connaît actuellement, a entraîné l'érosion de millions d'acres de sol, touchant plus de terre au Texas que dans tout autre État. Principalement dans le Panhandle, mais aussi plus au sud comme on peut le voir ici. Bien que des tempêtes de poussière aussi intenses soient peu probables, l'ouest du Texas en connaît encore régulièrement. À Midland, la vitesse du vent peut atteindre 130 km/h à certaines périodes de l'année, ce qui n'est pas idéal pour les personnes souffrant d'allergies lorsque le vent transporte des quantités dangereuses de pollen et de poussière. Ensuite, il y a la météo. Malgré le climat aride et semi-aride, la température peut dépasser 38 degrés Celsius en été et descendre sous 0 degrés Celsius en hiver. L'ouest du Texas subit des changements météorologiques drastiques, même en une seule journée. C'est ainsi qu'on observe des écarts de température extrêmes comme ceux-ci à Lubbock, grande ville à l'ouest de la ligne. Cela complique davantage la culture alimentaire pour les habitants de la région. Mais passons la géographie, quels sont les réels attraits de cette région du Texas ? Le Texas est de loin l'État qui produit le plus de pétrole aux États-Unis, fournissant près de la moitié de la production pétrolière du pays, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Ils emploient aussi environ 50% des travailleurs du secteur pétrolier et gazier national. Tout ce pétrole provient du bassin permien qui, comme vous pouvez le voir, occupe une grande partie de l'ouest du Texas. Le pétrole est le moteur de presque tout ici, en particulier dans des villes comme Odessa et Midland. Les photos aériennes montrent clairement que les zones blanches ne sont pas des villes, mais des champs pétrolifères. C'est une bonne et une mauvaise chose, car nous avons vu des villes entières exploser en population, en affaires et en infrastructures grâce au pétrole. Des routes améliorées ont rendu tout cela possible. C'est ce qui s'est passé avec Kermit en 1924. Elle était presque morte, avec un seul élève à l'école pendant 5 mois en 1924. Mais en 1926, du pétrole a été découvert dans le champ pétrolifère de Hendrick à proximité. La population est passée à 1000 en 1927 et à 2700 dans les années 1930. Des banques ont ouvert, les logements sont devenus rares, l'école a dû être agrandie, des entreprises sont arrivées. En 1960, la ville comptait une population de 10 500 habitants et 260 entreprises. Actuellement, elle compte une population de 5 500 habitants, ce qui représente un déclin évident, mais cela reste assez durable pour une ville qui n'a commencé qu'avec le pétrole. Le pétrole peut être la plus grande bénédiction d'une ville, mais aussi sa plus grande malédiction, bien que ce soit l'un des rares cas. L'industrie pétrolière a aussi causé la disparition de certaines villes. Prenons l'exemple de Wink, fondé en 1926 après la découverte de pétrole sur place. C'est la même histoire qu'à Kermit. En l'espace de 3 ans, en 1929, la population officielle a atteint 6 000 habitants, mais il est rapporté que la population réelle aurait pu se situer entre 10 000 et 25 000 personnes.
Des écoles, un bureau de poste et une prison ont été construits lors de la ruée vers le pétrole. Mais lorsque celle-ci a décliné, tout le monde est parti. La population de la ville a chuté à seulement 800 habitants de nos jours. Il existe de nombreuses villes champignons au Texas qui sont aujourd'hui essentiellement des villes fantômes. C'est le souci lorsqu'une ville dépend d'une ressource instable. La région est animée et prospère quand ça va bien. Mais en cas de crise, les gens partent rapidement sans prendre le temps de dire au revoir. Les magasins ferment et la construction de nouveaux bâtiments cesse. Ce n'est pas une industrie stable, il y a des hauts très hauts et des bas très bas. Et quand le pétrole s'épuise, la ville aussi disparaît. Ce phénomène a été connu sous le nom de cycle de prospérité et de déclin. En résumé, les gens ne veulent pas habiter loin des grandes villes et traverser des régions vides sans une bonne raison, comme le pétrole et l'argent, ce qui n'est même pas suffisant pour tous. Le trajet entre Midland et El Paso, Dallas ou Austin dure environ 5 heures sans aéroports commerciaux sur ces tronçons. Vous pourriez conduire jusqu'à l'aéroport de Lubbock à 1h30 de route, mais avec la sécurité et un vol d'1h30, cela prendrait plus de 3 ou 4 heures au total. Pendant ce temps, dans la région du Panhandle à l'ouest, le terrain n'est pas idéal pour l'agriculture, mais convient à l'élevage si vous en possédez une grande superficie. Le problème est que les tempêtes de poussière soulèvent beaucoup de matière fécale, ce qui empire la qualité de l'air et l'odeur. Le comté de Carson abrite l'usine Pantex, principale installation d'assemblage et de désassemblage d'armes nucléaires des États-Unis, ce qui est plutôt impressionnant. L'ouest du Texas reste magnifique en termes de nature. L'observation des étoiles dans ces zones peu peuplées est incroyable grâce à l'absence de pollution lumineuse. Un État ou un pays aussi grand que le Texas, le deuxième plus vaste et le plus peuplé des États-Unis, avec environ 31 millions d'habitants, est inévitablement sujet à de telles divisions. La Nouvelle-Zélande a une répartition de population presque 80-20 entre l'île du Nord et l'île du Sud. L'Espagne a une répartition 70-30 entre principalement le centre et tout le reste. L'Australie a une répartition encore plus extrême de 95/5, avec 95% de son territoire inhabité. Donc oui, ce n'est pas inhabituel, ces régions ont des raisons assez similaires d'être vides. Pour certains habitants de l'ouest du Texas, la faible population et la géographie sont peut-être précisément ce qui les a attirés là-bas. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.